tous. On pourrait dire qu'il est devenu la maladie la plus répandue dans l'Hexagone. Avec 8 Français touchés sur 10, le mal de dos ne semble épargner personne. S'il paraît évident que les douleurs puissent avoir pour origine des causes mécaniques, des facteurs psychologiques peuvent également s'en mêler. Alors pour en savoir plus et en finir avec le mal de dos, je reçois le docteur Gilles Mondeloni. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes médecin ostéopathe et acupuncteur à Maison Lafitte, mais également auteur de ce livre Stop au mal de dos. Il vient de sortir aux éditions Solar. Alors avant de voir comment finalement ne plus avoir mal au dos, il peut être intéressant de savoir finalement comment sont apparus ces mots. Parce que quand on dit qu'on a mal au dos, ça peut venir des muscles, ça peut venir des os, ça peut même venir d'un nerf. Alors quelles sont les maladies, les pathologies les plus fréquentes et comment surviennent-elles ? Alors, concernant le dos, les pathologies les plus fréquentes, c'est des pathologies de muscles, des pathologies d'articulation de disques. Donc si on doit imager en fait par étage, donc au niveau des cervicales, les gens vont souffrir plutôt de problèmes de cervicalgie, donc de blocage des cervicales. C'est le fameux torticolis, comme on dit vulgairement. Le torticolis, c'est vraiment une contracture musculaire très forte d'un muscle qui va déporter la tête sur le côté et qui va rendre le mouvement de rotation impossible. Mais les cervicalgies, c'est juste des mouvements de cervicales qui sont contrariés, qui sont gênés, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a fait un faux mouvement. Donc on va être juste gêné pour tourner, mais sans être complètement bloqué comme le torticolis. Pour les cervicales, ce qui va faire du mal, en fait, c'est surtout les contractures musculaires. Donc les contractures musculaires sont très répandues chez beaucoup de gens, qui sont souvent sur ordinateur, qui donc de facto vont créer des contractures musculaires. Au niveau des dorsales, ce sera plus donc des douleurs liées en fait toujours aux postures, aux mauvaises postures. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Bien sûr. Et au niveau des lombaires, c'est bien sûr les classiques lumbagos, c'est les sciatiques, les cruralgies, qui sont des douleurs de bas du dos avec des projections douloureuses dans les membres inférieurs. Donc vous me parlez de posture principalement. Tout ne se joue pas dans l'adolescence parce que, c'est vrai qu'au niveau de la croissance, c'est une période quand même un petit peu sensible, importante. La période de l'adolescence est une période fragile parce qu'en fait, l'enfant, l'adolescent grandit et comme il grandit, il ne peut pas concilier des objectifs de croissance et de solidité. Donc quand il grandit, évidemment, il est plus fragile au niveau des articulations des jambes, des pieds, du coude, mais également au niveau du dos. Donc au niveau du dos, il va être plus exposé à des problèmes de scoliose, à des problèmes de kyphose, à des problèmes de maladie de Scheuermann, un terme barbare, mais qui veut dire en fait douleur dorsale, avec tendance à se voûter un petit peu. Mais il peut également avoir, cet adolescent, des douleurs de bas du dos. Donc un adolescent qui a des douleurs de bas du dos doit faire très attention, car en fait, ça peut révéler une maladie de croissance qu'on appelle le spondylolyse. La spondylolyse est une maladie de croissance qui est un petit peu gênante, qu'il faut diagnostiquer et qui va appeler la diminution de la pratique sportive. Alors attention à la période de la croissance. Cela dit, est-ce qu'il y a des profils plus ou moins touchés ? En général, ce qui est connu, c'est que les personnes qui sont en surpoids ont plus tendance à avoir mal au dos, parce que le surpoids va créer une contrainte supplémentaire sur les articulations. Les gens qui sont plus stressés, plus angoissés, déprimés, évidemment, ils ont plus tendance à avoir des douleurs musculaires, des douleurs de dos. Les gens qui ont une mauvaise alimentation, c'est pareil, ont un climat, un terrain plus pro-inflammatoire, donc ils vont favoriser des inflammations de leur arthrose, par exemple. Donc, alors quand on est peut-être plus âgé, on va avoir plus tendance à avoir mal au dos ou c'est un cliché ? Ça dépend en fait. Dans toutes les tranches d'âge, vous avez en fait des problèmes de dos. Une personne âgée aura plus tendance à faire des douleurs d'arthrose liées à des grippements articulaires. Un enfant aura plus tendance à faire des douleurs de croissance ou des douleurs musculaires. L'adulte aura plus tendance à souffrir de son disque. Le disque, donc le coussin entre les vertèbres, qui peut se fissurer et créer donc le classique lumbago. Donc chacun sa douleur, mais malheureusement, tout le monde est touché. Y a-t-il des répercussions particulières ? Et là, on va plutôt penser aux possibles insomnies, quand on a du mal à dormir, évidemment, quand on a mal au dos, ou d'autres choses d'ailleurs. Tout ce qui est douleur de dos va générer à terme des troubles du sommeil, de l'anxiété parce qu'on ne dort pas très bien, de l'anxiété d'appréhension de troubles du sommeil à venir. Et puis l'anxiété, le stress, la colère, la déprime vont également entraîner des tensions nerveuses qui vont se répercuter sur les muscles et vont générer... C'est un cercle vicieux finalement. C'est un cercle vicieux, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreuses expressions, j'en ai plein le dos, j'en ai trop sur les épaules, c'est des expressions qu'on a finalement intégrées dans notre vocabulaire et puis on l'oublie, mais en fait finalement les douleurs physiques se mêlent finalement avec le psychique, comme on le disait en introduction. D'ailleurs, vous prenez une approche globale avec vos patients, alors en quoi ça consiste ?
L'approche globale, en fait, c'est juste du bon sens. En fait, je n'ai rien inventé. C'est juste savoir identifier la personne comme une personne avec toute sa globalité de corps, d'esprit, son environnement, son hygiène de vie, et non pas la résumer à une image, à un symptôme. Et d'ailleurs, on le retrouve, dans ce livre, il y a un test à un moment donné où on voit finalement différents critères à remplir, à cocher, savoir si on est concerné. Et ça ne touche pas finalement que des thèmes qui concernent la douleur de dos en elle-même. Ça peut concerner des choses très variées qui sont liées. Tous les pans de la médecine doivent être abordés ainsi. On doit soigner un patient dans sa globalité. On doit considérer bien sûr les examens complémentaires. Mais il est hors de question de soigner que le symptôme. Malheureusement, c'est une tendance qui est trop répandue. Le symptôme doit être considéré, mais également ce qui est en amont du symptôme. En amont, donc, mécanique, mais en amont, psychologique, voire énergétique. Tout est important. Donc la globalité, c'est considérer que la personne est un tout. Quelles sont les pathologies qu'elle a eues dans le passé qui sont en lien éventuellement avec le motif de consultation actuel? Quelle est sa situation personnelle, professionnelle, socio-écologique, socio-économique, qui permet de comprendre d'où vient son mal de dos. Et je viens de le dire, dans ce livre, on retrouve tout un tas de conseils, stop au mal de dos. C'est un livre qui est très très didactique. On retrouve évidemment les mécanismes du dos pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et évidemment aussi apprendre à soigner ses postures, ces fameuses postures dont on parlait en début d'émission, mettre en place un traitement adapté. Et là encore, c'est souvent des traitements finalement généraux, globaux. On ne se limite pas à une seule action et on devient vraiment acteur de sa santé. Pour vous, c'est très très important. Alors on va quand même revenir sur votre spécialité, l'ostéopathie. Comment se déroule la partie manipulation? Et on rassure les téléspectateurs qui sont parfois un petit peu anxieux, ça peut faire peur, les craques. Bon, en général, ça fait pas mal. En général, une manipulation, quand c'est bien réalisé, ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, c'est que le thérapeute donc, a trop forcé, n'a pas écouté son patient, ne l'a pas assez préparé. Une manipulation se fait toujours après un diagnostic médical. Il est hors de question de manipuler une vertèbre parce qu'on a décidé de manipuler, ça se fait toujours après un protocole. On pose des questions, quel est votre souci? On l'examine, est-ce qu'il y a un problème de vertèbre bloquée, oui ou non? Est-ce qu'on doit absolument lui faire une manipulation, oui ou non? Souvent, la manipulation n'est pas nécessaire. On peut en fait étirer les muscles, on peut tirer doucement sur les cervicales, on peut mobiliser, faire des mouvements sur les côtés des vertèbres, et souvent, ça suffit. La personne a moins mal. Les manipulations vont arriver après. Quand on décide de faire des manipulations, elles doivent être faites toujours avec douceur, en préparant le patient, en lui expliquant ce qu'on va faire. Et quand c'est bien fait, ça ne fait pas mal. Et on ne s'improvise pas évidemment ostéopathe, donc on ne fait pas ça entre nous à la maison. Évidemment, on va voir un spécialiste. Et puis il existe également les kinésithérapeutes. Eux, ils proposent souvent un renforcement musculaire, finalement pour gainer, pour maintenir cette colonne vertébrale douloureuse. Est-ce que ça veut dire que ça toucherait moins les sportifs qui sont donc plus musclés? Tout dépend de la pratique du sport, du niveau de pratique du sport, du type de sport. Alors je m'explique, si schématiquement on pratique un sport de loisir, où il y a peu de chocs, peu de chutes, en général, le dos est plutôt bien préservé par en fait le sport, parce que le sport va induire une bonne musculation, un bon renforcement musculaire, va participer à un bon équilibre du corps dans l'espace, va permettre d'étirer les muscles. Donc tout ça, c'est bon pour les douleurs de dos. Souvent, on fait l'apologie d'ailleurs de la natation qui permet donc un sport sans traumatisme, sans choc. Ça, vous le conseillez également? Complètement. La natation permet de muscler harmonieusement en situation d'apesanteur. Donc effectivement, c'est un sport excellent pour le mal de dos à condition de nager la brasse coulée, effectivement, ou le crawl ou le dos crawlé. Mais la brasse qui est donc non coulée, qui a tendance à créer une hyperlordose, effectivement, va tirer sur les cervicales, mais également sur les lombaires. Donc, à éviter quand on a mal au dos. Et quel que soit le sport qu'on choisisse de pratiquer, il faut bien penser aussi à s'étirer avant et après l'exercice. Ça aussi, c'est important pour le muscle. Le muscle, quand il fournit un effort, il a tendance donc à se raccourcir. Donc, si on veut avoir un bon jeu musculaire, un muscle qui est puissant, avec une grande amplitude et qui ne se contracte pas trop, qui n'a pas trop de claquage, il faut s'étirer. Donc ça doit être fait avant l'épreuve sportive, pendant, après, mais même pour le bien-être, pour l'hygiène de vie, faire des étirements le matin, peu forcés, tranquille, à aisance, en se concentrant sur ce qu'on fait, c'est très bon pour participer à une bonne élasticité tendino-musculaire.
Tout ça pour se débarrasser des douleurs qui peuvent subvenir et apparaître ponctuellement. Mais qu'en est-il des douleurs chroniques, des douleurs qui sont peut-être plus ancrées? Est-ce qu'on peut arriver à s'en débarrasser totalement? Ce qui est dur à soigner, c'est tout ce qui est chronique, donc tout ce qui est douleur supérieure à 3 mois. Donc les douleurs supérieures à 3 mois sont difficiles à soigner parce qu'en fait, il y a non seulement déjà la douleur pas forcément bien soignée, le stress du patient, il y a une problématique aussi professionnelle, personnelle, familiale qui s'enclenche. On est souvent déconsidéré au niveau du travail. Au niveau de sa famille, ça modifie le schéma familial. On dort mal. Donc On l'a dit, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et il suffit en plus que vous ayez que le lombalgique ait des soucis professionnels avec une hiérarchie un peu lourde, une non-reconnaissance professionnelle, un harcèlement, du stress, un boulot éreintant pour que cette lombalgie initiale qui était aiguë, qui est devenue chronique, se chronicise de plus en plus. Donc il faut casser l'engrenage finalement et ça peut passer par des séances régulières. Quelle fréquence il faudrait consulter? Pour casser l'engrenage, donc, il faut déjà traiter de manière efficace le problème mécanique, ostéopathie, rhumatologie, etc. Mais il faut également agir en amont sur les perturbations après du cerveau. Parce que le cerveau le vit très mal. Donc il va induire un phénomène de stress chronique, un phénomène de crispation mentale, un phénomène de déprime. Donc si vous voulez agir efficacement, il faut traiter mécaniquement donc le dos coincé, mais également travailler en amont sur le cerveau par de l'acupuncture, par de l'homéopathie, par de la phyto, de la méditation, de la relaxation, qui sont des techniques complémentaires en fait. Souvent on a recours à des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que là encore, dans ce livre, vous parlez de signal d'alarme. Quand on a mal, il faut aussi peut-être écouter son corps. Quel risque y a-t-il à trop consommer ce genre de médicaments? Le signal d'alarme, c'est une très bonne chose finalement, quand on prend un peu de recul, parce que ça permet en fait d'alerter, ça permet d'éveiller la personne, ça permet de se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal au dos parce que je mange mal? Parce que je suis stressé? Parce que je ne m'étire pas assez? Parce que j'ai trop de poids? Donc vous comprenez? Se poser ces questions, c'est déjà un début de guérison. Donc ça peut aider ponctuellement, mais il ne faut pas s'accoutumer à prendre ce genre de médicaments. Ah, complètement. Ces traitements-là sont utiles pour faire passer une crise inflammatoire, pour faire passer une petite douleur très supportable. Mais par contre, il est hors de question de le prendre pendant trop longtemps. Parce que là, après, vont arriver les effets indésirables, qui sont souvent au niveau digestif et au niveau rénal. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, il peut être même nécessaire de pratiquer un acte chirurgical pour guérir ce fameux dos qui nous fait souffrir. Mais pour éviter d'en arriver là, tant que faire se peut, on rappelle l'importance de la prévention. Alors, quelles activités peut-on privilégier? Et puis également celles à éviter à tout prix. Ce qu'il faut surtout plébisciter, c'est en fait tout ce qui est autorééducation. Donc, moi, je suis pour favoriser donc l'autorééducation. Donc, le matin, quand on se réveille, on doit penser à faire des étirements, donc étirements des cervicales, des dorsales, des lombaires. Et ça, également, même quand on va bien. C'est vraiment un acte à faire, une habitude à prendre dans son quotidien. On mange, on boit, on s'auto-rééduque, on se relaxe. On doit aussi prendre l'habitude de méditer, parce que la méditation est une très bonne chose. On nourrit son corps et on nourrit son esprit. C'est ce que j'allais vous dire, parce que finalement, c'est des habitudes d'hygiène globale, alimentaire, comme vous l'avez dit, et puis de l'esprit, se relaxer, être bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, c'est très important. C'est fondamental, en fait. Nos concitoyens ont perdu de vue l'essentiel, parce qu'on est pris par ce stress ambiant, par cette vie éreintante, par ces distracteurs multiples, en fait, qui nous perturbent et qui nous détournent de ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est l'ancrage. Ce qu'il nous faut, c'est une certaine détente. C'est une bonne hygiène de vie où on doit s'écarter du tabac, de l'alcool. On doit avoir une bonne alimentation, alors bio ou pas bio. On n'est pas forcément obligé de manger bio, mais une bonne alimentation avec beaucoup de fruits et légumes, c'est quelque chose d'important. Et on doit se ménager des plages où on se détend. Ça ne prend pas 1 heure. Il suffit de se ménager 5 minutes de méditation où on apprend à respirer, à faire le vide, pour que tout de suite, on se crée une bulle de protection, une bulle de bien-être qui nous sera salutaire pendant toute la journée en fait. Et en tout cas, on a vu que l'état de notre dos reflète vraiment l'état de notre santé générale. Alors j'espère qu'on vous aura motivé à prendre soin de votre dos. Je vous le rappelle, ce livre Stop au mal de dos aux éditions Solar, tout plein d'astuces pour prendre soin de soi. En tout cas, merci de nous en avoir donné un aperçu. Merci à vous. Et tout de suite, retrouvez votre question aux spécialistes. Comme chaque semaine, vous pouvez envoyer les vôtres à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de l'écran ou directement sur la page Facebook de la chronique santé. Parce que ce week-end, c'est pas que vous allez vraisemblablement partir à la chasse aux œufs. En tout cas, on
on vous le souhaite. Alors on va revenir sur le chocolat, bon ou mauvais. Notre diététicienne nutritionniste nous répond. Alors le chocolat, on va en recevoir plein juste avant Pâques. Donc ce qui est important, c'est de faire la différence entre les 3 chocolats. Il y a le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Le chocolat noir est très riche en pâte de cacao, également en sucre. Plus il sera riche en pâte de cacao, plus il sera riche en graisse, mais en bonne graisse. Nous avons le chocolat au lait qui lui a moins de pâte de cacao, mais à qui on ajoute du lait, d'où son nom, le chocolat au lait. Il sera donc plus sucré. Le chocolat blanc, quant à lui, est très riche en beurre de cacao et également en sucre, donc moins intéressant. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Le chocolat est et doit rester un aliment plaisir. 1 à 2 carrés par jour est suffisant, quotidiennement est suffisant. Le tout, c'est de ne pas aller dans l'excès. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chocolat noir est très intéressant nutritionnellement. Il est riche en vitamines, minéraux, antioxydants, qui est considéré comme un antidépresseur et diminue l'anxiété. Il est donc plus intéressant entre le chocolat au lait, le chocolat blanc et le chocolat noir de consommer ce dernier, le chocolat noir. Mais ce qui est important, c'est de se faire plaisir et donc de consommer le chocolat que l'on aime, mais en quantité raisonnable.